Merci à tous d'être ici ce soir parmi nous. C'est notre toute première table ronde du nouveau club Marché de l'Art École du Louvre. On s'est créé cette année avec Ambre dans l'idée d'aller plus directement à la rencontre des acteurs du marché de l'art. Et pour cette toute première table ronde, on a réuni un panel d'experts. Viser un petit peu les élèves aux problématiques rencontrées sur le marché de l'art, notamment des biens archéologiques, qui ont toujours fait l'objet d'un trafic incessant. Mais on a l'impression que dernièrement, avec les récents conflits en Irak et en Syrie, l'intérêt du public s'est vraiment porté dessus. Et nous, on commence vraiment à avoir une réaction, vraiment une mise en place internationale de moyens préventifs et coercitifs pour enrayer un peu ce phénomène. Donc, je vais peut-être laisser nos intervenants parler. Merci beaucoup. Donc, nous sommes partagés les interventions en deux temps. Donc, mes collègues de l'UNESCO présenteront les activités de l'UNESCO dans la lutte, en matière de lutte contre le trafic des biens culturels. Et moi, je vais en amont vous présenter comment ce droit s'est construit, d'où vient-il en quelque sorte. Alors, très souvent, ces deux événements sont confondus, je dirais, en disant, voilà, c'est les deux exemples de destruction de patrimoine culturel dans les conflits armés. Je dirais que c'est une erreur qui est dommageable, puisque quand les talibans décident de dynamiter les bouddhas dans la baie de Bamiyan, je dirais que l'Afghanistan n'est pas en guerre. Donc, c'est un acte délibéré de destruction du patrimoine, mais en temps de paix. Par contre, bien évidemment, le bombardement de Dubrovnik, lui, obéit à une autre stratégie qui est, là, délibérément, d'opprimer un peuple et de détruire les monuments les plus emblématiques de sa culture. Donc là, on est dans une autre, effectivement, dimension. Mais ne restons pas sur ces images en pensant, effectivement, que cette époque-là est horrible et que, voilà, dorénavant, évidemment, on sera amené à parler de la Syrie tout à l'heure, et il y a effectivement de considérer qu'il y a une forme d'accroissement et de multiplication des destructions de patrimoine dans les conflits armés. Dans les conflits, dans les guerres, on a toujours détruit. C'est-à-dire que les destructions que vous observez aujourd'hui ne sont que les jalons d'une très très longue histoire. Et vous avez sous les yeux la destruction de Sousse par Ashurbanipal, et l'intérêt c'est qu'à la fois on a le bas-relief, donc qui décrit et qui présente cette destruction intentionnelle de la ville conquise, et puis on a le texte. Alors, le texte, je vous ai mis qu'un extrait, donc le texte est conservé ici, la tablette est conservée au British Museum, et donc vous voyez que donc, une espèce de violence qui est exprimée à la fois dans l'image, à la fois dans le texte, et le texte, je ne l'ai pas mis en intégralité, mais il se conclut par cette phrase assez terrible en disant « Et j'ai répandu du sel pour que rien ne repousse ». Vous voyez, c'est fermement, c'est tabula rasa, je dirais que c'est fini. On empêche effectivement que cette ville puisse renaître en quelque sorte. Voilà. Un autre exemple, je dirais qu'on ne va pas les multiplier, c'est juste trois exemples, ou trois ou quatre, je ne sais plus exactement combien j'en ai mis, mais donc parfois, si vous allez à Rome, peut-être passerez-vous à proximité ou sous l'arc de Titus, mais levez les yeux dès lors que vous serez en face du panneau sud de l'arc de Titus et vous verrez le pillage de Jérusalem qui est illustré, avec le retour de la menorah prise dans le temple de Jérusalem, donc le retour victorieux de Titus à Rome avec la menorah en tête de cortège, le trophée, le butin. Je rappelle que le droit au butin, c'est une règle juridique qui est en vigueur et qui a longtemps été en vigueur dans les conflits armés. Une autre image, donc là vous reconnaissez l'homme au bicorne, pas la peine que je vous le présente, donc avec une caricature parue en 1814 à Londres. Et vous savez très bien que c'est Quatremer de Quincy qui le plus fortement s'est indigné des spoliations, c'est pas moi qui emploie le terme, c'est lui, des spoliations des collections italiennes par les troupes napoléoniennes. Je vous invite à relire ou à lire les lettres à Miranda par Quatremer de Quincy. Et puis donc ce tableau de Goya, cette gravure de Goya, toujours pareil, dans le même contexte, qui montre deux soldats napoléoniens qui, après avoir assommé le desservant du monastère, s'emparent du mobilier liturgique. Alors, bien évidemment,
ne pensez pas qu'il s'agit de l'histoire ancienne. Effectivement, c'est une histoire ancienne. Mais cette histoire ancienne, elle peut résonner encore aujourd'hui. Et donc, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il a une résonance particulière au regard de la thématique marché de l'art, justement. Il s'agit donc du sac du Palais d'été par les guerres de l'opium, par les troupes franco-britanniques. Je vous ai mis un extrait donc, de ce que Victor Hugo en disait en 1860, dans sa fameuse lettre au capitaine Butler. Alors, vous pouvez toute la lettre, puisqu'elle fait 3 pages. Ça nous prendra toute la soirée de la lire. Mais voilà, il s'indigne et il tempête contre cette destruction délibérée du Palais d'été. Et donc, la résonance contemporaine, vous la connaissez tous et toutes, j'imagine. C'est la tête du rat et du lapin, mise en vente chez Christie's il y a quelques années, et qui proviennent du sac du Palais d'été. Vous voyez, donc, on peut avoir une résonance aujourd'hui de ces pillages, de ces spoliations, de ces conquêtes guerrières qui s'accompagnent de captures, de prises de guerre, en quelque sorte. Alors, bien évidemment, dans ce contexte-là, il y a des gens qui s'indignent. Victor Hugo en est un, mais ce n'est pas le seul. Même sous l'Antiquité, on a effectivement ce cortège d'indignation, ou alors des gens qui vont effectivement poser des principes, on va dire qu'aujourd'hui on qualifierait d'humanitaires, et le premier, et c'est pour ça que je le cite, c'est Cyrus, qui lors de sa conquête de Babylone, prévoit justement au contraire de reconstruire la ville, de remettre les remparts en état. Et donc je vous renvoie à la chronique donc, gravée sur le ciel de Cyrus, qu'on considère parfois comme étant un texte effectivement précurseur des droits de l'homme, à telle enseigne qu'une réplique de Cylindre figure dans le hall d'accueil du siège des Nations Unies à New York. Vous voyez à quel point on est sur le symbolique, ce point de vue-là. Et puis, d'autres précurseurs, Polybe, qui s'est dit, voilà, c'est une action de fou que de détruire les temples. Cicéron, qui, dans le procès contre Vérès, je vous rappelle le pillage de la Grèce antique par Vérès, donc Cicéron qui s'indigne et qui instruit le procès de Vérès. Et puis, ne pensez pas que c'est une culture occidentale ou une culture méditerranéenne au sens grec-latine qui s'exprime. Pas du tout, parce que cette doctrine qui vise finalement à installer une forme d'immunité, lâchons le mot, l'immunité des biens culturels dans les conflits armés. Vous avez Abou Youssouf Yacoub, qui est un historien marocain et qui écrit le livre de l'impôt foncier, au 8e siècle après Jésus-Christ, et finalement il relate les consignes que le premier calife après Mahomet a données à ses troupes. Et vous voyez que dans ces consignes, il y a effectivement, mais prenez soin des religieux que vous allez rencontrer. Ils n'ont pas votre culture, mais respectez-les. Voilà. Et respectez leur lieu de culte. Donc, vous voyez bien, on a une doctrine donc, qui va s'exprimer, mais c'est une doctrine qui n'est pas du droit. On est bien d'accord là-dessus. Pour autant, cette doctrine va infuser. Elle va effectivement produire un corpus de règles. Et donc, le premier, alors c'est pas le premier, parce que le premier c'est Grotius, mais Grotius, il faut aller piocher dans tout son texte pour puiser quelques éléments. Le premier qui va théoriser le mieux, c'est Aimère de Vattel, un Suisse, en 1758, avec cette fameuse phrase qui dit « Mais que gagne-t-on à les détruire ?» Il dit « Voilà, c'est se déclarer l'ennemi du genre humain que se priver de ses monuments, ainsi de suite. » Vous voyez ce qui est indiqué. Et donc, c'est un juriste cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il écrit effectivement un manuel de relations internationales, qu'on appelait à l'époque le droit des gens, et donc vous voyez bien ce qu'il dit, ce point de vue-là. Et donc, on va sur un tournant, et donc je vous ai dit que c'était Quatremère de Quincy, dans la lettre à Miranda, il est dans cette filiation, je dirais, de dire, voilà, il y a une communauté universelle. C'est-à-dire que vous voyez bien, Quatremère de Quincy, qu'est-ce qu'il postule comme principe? Il postule un principe selon lequel il y a un patrimoine qui dépasse notre intérêt propre, et donc qui dépasse la souveraineté des États. Il dit qu'il y a une république des arts, mais vous voyez bien, c'est une communauté large. C'est-à-dire que voilà, lui, il transcende la question de l'État en quelque sorte. Il dit qu'il y a un intérêt de la communauté, qu'on n'appelle pas encore la communauté internationale, mais il y a une communauté, effectivement, qui doit être le faire-valoir et le représentant, le titulaire de ce patrimoine. Et tout ça va nous donner, finalement, fin 19e, début 20e, la construction, la codification dans le droit de la guerre on va voir pas des dispositions qui vont conférer une immunité aux biens culturels dans les conflits armés. Et vous voyez, je vous ai mis seulement quelques bribes. Vous voyez l'article 47 qui vous dit le pillage est formellement interdit. Donc voilà, la messe est dite en quelque sorte. On a le principe qui est posé, c'est-à-dire que le droit au butin, c'est fini. Vous voyez, le trophée placé en tête des armées victorieuses constituées avec les dépouilles opimes des vaincus, c'est fini également, vous voyez, à partir de ça.
Alors ça ne veut pas dire que ça fonctionne, je n'ai pas dit que c'était voilà, qu'une ère nouvelle, sauf que le principe est posé. Et le principe est posé également dans l'alinéa 2 de l'article 56 en disant « toute saisie, destruction, dégradation est interdite et doit être poursuivie ». Alors, on peut me dire, oui, mais ça n'a pas fonctionné. Je suis d'accord avec vous, ça n'a pas fonctionné, sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez le statut de la Cour pénale internationale, l'article 8, il est exactement dans ce libellé. C'est-à-dire, vous voyez bien, on est sur les prémices, hein, donc ne pensez pas que ce droit-là, parce qu'il est écrit, il est effectif. Ce droit-là, il est écrit et il se consolide. Et il se consolide sur le temps long, uniquement sur le temps long. Et donc, le premier traité, c'est le traité Röhrich, donc, qui instaure une forme d'immunité, et donc, vous voyez bien, il dit que les biens culturels doivent être considérés comme neutres. Vous voyez, l'immunité, la neutralité, c'est-à-dire qu'on doit effectivement s'abstenir hein, de toute attaque délibérée en temps de guerre sur les biens culturels. Et alors, tout ça va de pair avec une évolution dans la construction d'une société internationale. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres, société des nations, et donc, sous l'égide de la Société des Nations, sont élaborés des projets de conventions internationales, mais alors un panel assez large, hein, de la protection des paysages à la protection du patrimoine culturel en temps de guerre. Mais nous sommes sur des projets. La guerre arrive en 1939, et donc ces projets-là n'aboutiront jamais. Mais quel est le principe qui inspire finalement ces projets? C'est de considérer qu'il y a un patrimoine commun constitué par le patrimoine artistique des peuples. Et vous voyez ce que Ripit Funukidis écrit en 1931, on est tout à fait dans ce sillon en quelque sorte. Et bien, et voyez bien, donc c'est la continuité ou l'écho de Quatre Mers de Quincy. C'est pas autre chose, vous voyez. Et donc, on va se voir apparaître dans le droit international l'idée qu'il y a une universalité et que le patrimoine dépasse, hein, ce que disait Quatre Mers de Quincy, dépasse la question de la simple souveraineté des États. Mais c'est bien beau, je dirais, de poser ce principe-là. Comment le mettons en œuvre? Eh bien, la mise en œuvre, c'est par un principe de solidarité. C'est-à-dire que les États doivent être solidaires pour sauver un patrimoine en danger. Et un premier signe de cette solidarité, c'est l'évacuation des trésors artistiques espagnols. Imaginez que on a vidé le Prado hein, à Madrid et on l'a transporté en intégralité à Genève hein, pour le mettre à l'abri pendant la guerre civile espagnole. Et tout ça, bien évidemment, ne peut pas se faire au débeauté. Il faut bien qu'il y ait des textes qui répartissent les responsabilités. Un accord est signé, c'est l'accord de Figueras, que vous avez sous les yeux, le 3 février 1939, pour organiser cette évacuation des biens culturels espagnols vers Genève, vers le siège de la Société des Nations. Et donc, dans cet accord de Figueras, vous voyez ce qui est indiqué, la question du bien commun apparaît. Vous voyez, la phrase de Ripit Funukidis, vous en trouvez là la traduction concrète dans la mise en œuvre d'une opération d'évacuation. C'est-à-dire que c'est un bien commun de la nation espagnole, mais c'est un bien commun. C'est-à-dire, vous voyez, ça nous intéresse tous aussi. C'est bien cette idée-là qui infuse. Et elle infuse tant et si bien que se crée effectivement un principe de responsabilité collective des États. Et donc, c'est la strate hein, qui va suivre la question de la solidarité. Et donc, cette responsabilité collective, elle repose sur un principe qui est inscrit dans le préambule de la Convention de 1954, donc première convention de l'UNESCO relative aux biens culturels, donc convention relative à la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Et vous voyez dans le préambule ce qui était indiqué, il était fait référence au fait que quand un patrimoine est atteint, quand un patrimoine est détruit, il s'agit d'une atteinte au patrimoine culturel de toute l'humanité. Et c'est bien évidemment à partir de cet enjeu-là que vont se développer des normes internationales, notamment des conventions, des programmes pour assurer la protection des biens culturels en temps de paix comme en temps de guerre. Et donc, et vous voyez un écho assez contemporain finalement de ce principe, c'est une décision qui est rendue par le tribunal pénal international en ex-Yougoslavie. Ça nous renvoie à l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité d'hier, hein, avec le jugement rendu par le TPI et la réaction absolument hallucinante du prévenu, enfin du coupable en l'occurrence. Quoi qu'il en soit, c'est le chef militaire qui a délibérément ciblé Mostar, hein, le point de Mostar. Vous voyez bien, donc, voilà. Et vous voyez ce que dit effectivement
du tribunal pénal international en disant, voilà, nous sommes tous atteints, hein, c'est la culture de l'humanité en fait qui est en jeu, et non pas celle d'un peuple en particulier. Au-delà du peuple concerné, c'est l'humanité qui est atteinte. Et puis, retombons sur le problématique plus marché de l'art. Bien évidemment, je dirais que le droit international ne se développe pas seulement en réaction au conflit armé. Alors, si je continue cette généalogie, je dirais que existent bien évidemment d'autres normes juridiques qui vont aborder la question de la régulation, ou de la prévention plutôt, régulation, donc de la prévention des trafics illicites, et de programmer en quelque sorte, de poser les ferments du retour des biens culturels à leur pays d'origine. Et donc je vous ai mis cette image-là parce que, bon, je trouve que c'est une caricature assez intéressante. Il s'agit du cratère de Fronios, acheté pour $1 million par le Metropolitan Museum de New York en 1972. En 1972, c'est intéressant parce que c'est justement 2 ans après l'adoption de la fameuse convention UNESCO de 1970 sur le trafic illicite des biens culturels. Et bien évidemment, ça veut dire qu'à partir de là, vous avez un nouvel ordre culturel international qui est en place. Voilà. Cet ordre culturel, il peut effectivement s'installer de manière forte dans la société internationale parce que le processus de décolonisation est largement achevé ou est largement en cours à cette époque-là. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une telle convention ait pu être adoptée dans les années 50. Ça aurait été une manière de légitimer les spoliations coloniales. Donc non. Je dirais qu'on est effectivement dans une période quasiment post-coloniale et donc on peut effectivement tenter d'équilibrer la question des biens culturels dans une stratégie géopolitique aussi. Hein, c'est ce que met en œuvre, c'est ce qui sous-tend cette question-là. Donc là, vous avez effectivement une image donc en 72 et le retour en Italie en 2008, puisque on pourra en parler dans la discussion si vous le souhaitez. L'Italie a conclu un accord avec le Metropolitan, au terme duquel le Metropolitan a rendu le cratère de Fronios à l'Italie. Vous pouvez aujourd'hui l'admirer à la Villa Giulia à Rome, au Musée national étrusque. Et puis, bien évidemment, dans cette évolution, dans cette forme de responsabilité collective qui sous-tend le droit international, il y a la question du patrimoine mondial. Donc là, vous avez une image de Borobudur. Et vous voyez bien quel est le principe qui est à la base de la Convention 72 sur le patrimoine mondial, c'est l'idée que, certes, vous avez des biens qui sont situés sur le territoire d'un État, donc l'État est souverain, donc bien évidemment l'État est maître chez lui. Quoi qu'il en soit, ces biens, ce patrimoine, intéresse la communauté des États tout entière. Nous intéresse tous. Nous savons tous qu'il y a une grande muraille en Chine, qu'il y a le Machu Picchu, et nous n'y sommes pas tous allés. Et vous voyez bien, ça fait partie d'une culture commune, ça fait partie de notre monde en quelque sorte. Et donc à partir de là, il y a un intérêt commun. Nous avons tous un intérêt à ce que ces monuments, qui reflètent une valeur, nous dit la Convention universelle et exceptionnelle, que ces monuments soient conservés. Parce qu'ils font partie de manière intrinsèque de notre identité en quelque sorte. Donc c'est l'idée qui sous-tend la Convention 72, dont je vous ai mis une image française, je ne sais pas si vous voyez où est-ce que nous sommes, c'est un des derniers sites naturels, cette fois-ci inscrits sur la liste du patrimoine mondial, ce sont les climats de Bourgogne. Voilà. Donc là, c'est un paysage culturel, les climats n'étant pas le temps qu'il fait, mais la taille des parcelles de vignes, c'est ainsi qu'on les nomme en Bourgogne. Et puis, dans cette évolution du droit international, il y a un point de fléchissement, c'est la question de la diversité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a considéré que pour qu'il y ait une universalité du patrimoine culturel, il fallait qu'il y ait une forme d'unité de la communauté internationale. Vous voyez bien l'idée que, voilà, nous obéissons tous aux mêmes règles et nous sommes tous effectivement dans le même registre d'intérêt. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je veux dire que vous voyez bien que nous sommes tous effectivement emprunts d'une culture, emprunts de notre attachement à un territoire, à des émotions, à des biens, et donc nous sommes tous divers. Voilà. Et donc la question de la diversité va infuser littéralement dans l'action normative de l'UNESCO, mais pas que de l'UNESCO, également de l'OMPI, et ainsi de suite. On voit effectivement que cette question-là infuse à partir des années 2000, et pas avant. Et donc, la diversité, c'est bien évidemment, je veux dire, que la fameuse convention sur la promotion et la protection de l'expression, de la diversité et de l'expression culturelle, donc adoptée en 2005. Et vous voyez bien que le patrimoine est un élément de la diversité.
Et je vous invite à regarder sur le site de l'UNESCO, où vous verrez bien que, enfin, je passe au contrôle, mais que les programmes de l'UNESCO concernant le trafic des biens culturels sont sous le chapeau de la diversité des cultures. Hein, donc, vous voyez bien, cette question-là devient centrale. Elle devient centrale parce que vous avez également dans le monde des peuples divers auxquels on va reconnaître des droits différenciés. Droits différenciés parce qu'on va adopter en 2005 la fameuse déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des droits aux peuples autochtones, des droits dont vous ne pourriez pas vous prévaloir. Voilà. Et vous voyez bien, donc on va leur reconnaître une identité, une singularité, et de cette identité, de cette singularité va découler la possibilité pour ces peuples de se prévaloir de droits originaux. Voilà. Et vous voyez bien que là, on est effectivement sur l'expression la plus aboutie de la diversité qui constitue à distribuer des droits sectoriels en fonction des catégories auxquelles vous appartenez. Alors, certains disent que c'est de la fragmentation du droit. On pourrait dire que c'est une question d'unité du droit et que l'unité du droit passe par le respect de la diversité. C'est ainsi aussi que l'on peut aborder cette question-là. Pour autant, cette question de la diversité ne fait pas l'unanimité. Vous voyez bien, donc revenons sur les Bouddhas babylyanes, c'est un acte de souveraineté. C'est-à-dire que vous voyez bien, c'est un gouvernement qui décide que, justement, dans la culture des talibans, il n'y a pas de diversité. Et donc, il décide délibérément, et vous avez sous les yeux le décret du Mollah Omar qui justifie en droit, je dis bien en droit, il justifie la question du dynamitage des Bouddhas babylyanes. Donc, vous voyez bien qu'un État peut décider délibérément d'effacer sa mémoire, d'effacer son passé. C'est-à-dire que l'erreur, ce serait de dire que ce sont des fous qui ont fait ça. Non, 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 je dirais que c'est absolument réfléchi, programmé, organisé. Voilà. Si je faisais un petit peu de provocation, je vous dirais, comme quand Napoléon prépare ses campagnes en Égypte, la commission des arts, elle planifie le pillage. Donc, vous voyez, donc, il y a un moment donné, on organise. Alors, après, il y a les conflits armés. Et dans les conflits armés, bien évidemment, Dubrovnik. Alors, Dubrovnik, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez bien, dans la manière dont on va sanctionner, il y a le fait que rentre dans la qualification de crime le fait qu'il porte atteinte à des valeurs spécialement protégées par la communauté internationale. Et ça, je trouve que c'est un ressort très intéressant de dire que, finalement, bien évidemment, c'est le peuple... c'est les habitants de la ville qui sont des victimes directes. Voilà. Mais au-delà, vous voyez, c'est le dédoublement, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a la souveraineté, et au-delà, il y a la communauté, il y a des valeurs universelles. Il y a des valeurs universelles. Et donc, c'est à ces valeurs qu'il est porté atteinte, en quelque sorte. Voilà. Et donc, qui justifie la condamnation des criminels qui ont délibérément détruit la vieille ville de Dubrovnik. Le jugement est très intéressant sur la manière dont finalement le juge apprécie dorénavant l'authenticité, en disant, ben, quoi qu'il en soit, même si on reconstruit la vieille ville, elle ne sera plus authentique. Ouais. Parce que voilà, on a perdu des matériaux qu'on ne peut pas et des savoir-faire qu'on ne peut pas effectivement réitérer, et donc l'atteinte est d'autant plus dommageable en quelque sorte, hein, parce que ce sera plus pareil, ce sera plus comme avant en quelque sorte. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas finir sans évoquer la Syrie avec le temple dynamité, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant effectivement cette photo spectaculaire que la dimension juridique derrière. Vous voyez bien que quand on a des conventions internationales, ça veut dire qu'il y a un consensus qui se noue entre les États. C'est-à-dire que quand l'UNESCO réussit à faire adopter une convention sur le trafic illicite, sur le patrimoine mondial, sur la diversité, ainsi de suite, ça veut dire que les États membres de l'UNESCO sont d'accord sur le contenu du texte. C'est quelque chose on pourrait dire, si je forçais le trait, qu'il y a une forme de concertation qui s'établit et qu'on est sur un droit international concerté. Mais il y a des moments donnés où on passe à une autre, dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on substitue, enfin, à la concertation, on va substituer l'unilatéralisme du Conseil de sécurité. Et je vous rappelle que le Conseil de sécurité décide pour l'ensemble de la communauté internationale. Et notamment, quand il adopte sur le fondement du chapitre 7, chapitre 7, c'est la possibilité du recours à la force, donc ce sont les mesures unilatérales que peut décider
Alors, recours à la force étant le degré le plus ultime, on est d'accord, hein, donc là on est effectivement bien en deçà, fort heureusement. Mais, et vous voyez bien, donc là, le Conseil de sécurité, il donne un ordre aux États. Et vous voyez bien cet impératif, le Conseil de sécurité décide. C'est-à-dire qu'il ne demande pas, il décide que les États doivent. Vous voyez bien que la formulation sonne comme une injonction. Et donc, vous voyez bien, cette fois-ci, il est bien évidemment question du trafic illicite des biens culturels qui proviennent de Syrie et d'Irak après le déclenchement du conflit. Et donc, vous voyez bien, il y a effectivement quelque part une immunité, une prohibition hein, de faire le commerce de ces biens-là post-conflit. Alors, ceci étant dit, ce qui est intéressant dans cette résolution du Conseil de sécurité, c'est que, vous voyez, là, j'ai fait ressortir les obligations qui incombent aux États. Ce qui est intéressant, c'est quelle place ce type de résolution, donc ce type d'injonction, quelle place ce type d'injonction prend-elle dans le corpus des conventions internationales. Les États, sur la base du volontarisme, qui est une des doctrines pas la seule, mais une doctrine qui fonde le droit international, le volontarisme, ça veut dire que les États sont libres d'adhérer ou pas aux conventions internationales. C'est-à-dire que les États sont souverains, donc ils sont libres. Quand ils adhèrent à une convention, ils limitent leur liberté. Et donc, ils consentent par leur libre arbitre, volontairement, de se limiter. C'est ce qu'on appelle la doctrine de volontarisme des États, qui fonde, on va dire, l'adhésion aux conventions internationales. Ce qui signifie que là, on n'est pas dans ce registre-là. C'est-à-dire qu'il y a des États, bien évidemment, qui n'ont pas ratifié la Convention de 70, ni celle de 54, et qui ne sont pas partis aux instruments de l'UNESCO. Eh bien, quand vous avez une résolution du Conseil de sécurité, on passe par-dessus le volontarisme des États. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez dans cette ordonnance de la Cour internationale de justice, qui précise, qui ne traitait pas cette question-là, mais qui précise la portée des résolutions du Conseil de sécurité par rapport aux autres accords internationaux qu'un État a souscrit ou n'a pas souscrit. Et vous voyez bien, on déborde, on va dire, l'État. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité est en surplomb et il impose une discipline collective. C'est-à-dire que les États n'ont pas d'autre choix que de se conformer aux dispositions du Conseil de sécurité. Et puis, dernière diapositive, c'est la dernière résolution qui a été adoptée, qui pose la question des refuges dans les conflits armés. Et vous voyez bien, c'est-à-dire que... Et ça a un écho bien particulier avec le principe de solidarité que j'ai évoqué précédemment. C'est-à-dire que, souvenez-vous qu'un des premiers symptômes de la mise en œuvre d'une telle solidarité internationale, c'est l'évacuation des biens culturels espagnols depuis Madrid-Figueras et après vers Genève. Eh bien, cette question des refuges, elle est reprise aujourd'hui dans le contexte des conflits armés, et elle fait l'objet notamment, alors la résolution vise bien d'autres objets, hein, bien d'autres thèmes, mais elle est effectivement en quelque sorte remise, rehaussée hein, d'un point de vue juridique à travers cette résolution du Conseil de sécurité, et je pense que j'en ai fini. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a pas mal de questions à vous poser, je pense, ensuite. Je vais désormais donner la parole à Monsieur Omer, Madame Al-Lakmi, afin que vous nous éclairiez sur l'action de l'UNESCO. Bonsoir à tous. Je vais assurer principalement la présentation puisque ma collègue ne parle pas français. Je pense qu'on va essayer de faire très rapide sur la présentation à la fois de la Convention 70, donc nous travaillons tous les deux au secrétariat de la Convention 70, et puis aussi également sur les aspects de la coopération avec le marché de l'art. Je crois que c'est aussi la thématique qui vous intéresse particulièrement, et ensuite je pense qu'on ouvrira les débats et chacun pourra poser des questions en français ou en anglais. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions en anglais. Donc, la Convention 70, c'est la première convention internationale, c'est le premier instrument international entièrement dédié à la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Donc elle a été adoptée, en tout cas discutée puis adoptée dans le cadre d'une époque post-coloniale, où on avait énormément de problèmes de fuite de certains biens, M. Négré en a parlé largement, et on avait ce problème de fuite des biens culturels de pays sources, de pays qui n'ont pas aussi les moyens de protéger, d'avoir des refuges,
vers des marchés de l'art qui étaient assez denses et qui pouvaient se permettre de vendre ces biens. Donc la question pour nous, l'UNESCO, ça a été que pendant 40 ans, on a eu en fait très peu d'activités véritablement au niveau de la Convention de 70, car on n'avait pas de corps statutaire. On a eu ces corps statutaires donc, uniquement en 2012 avec la réunion des États parties et également donc la réunion des États parties. On a également le ICP-RCP qui n'est pas un organe statutaire mais qui est un organe qui nous permet de traiter des cas de restitution assez difficiles. Et on a donc ces réunions tous les 2 ans qui nous permettent de mettre d'accord les États sur des avancées et sur différents programmes. Donc je suis désolé, le PowerPoint est entièrement en anglais, c'est peut-être un peu difficile de lire aussi de là où vous êtes. Mais... Donc là, on a voulu faire une sorte d'infographie sur tout ce qu'on fait, sur toutes les questions qui nous intéressent. Donc vous pouvez voir que d'abord on a le premier problème qui est une culture du trafic, bien évidemment. Donc un trafic qui est là, qui est présent, qui est difficilement quantifiable, mais en tout cas qui intéresse suffisamment la criminalité organisée et maintenant le terrorisme en tant que mode de financement. Donc on porte notre attention principalement sur les pays qui sont en situation de conflit. Bien évidemment, on parlait de la Syrie, de l'Irak, mais également le Cambodge il y a un peu plus de temps, il y a une trentaine d'années. Donc la première réponse de la communauté internationale et des États membres de l'UNESCO, ça va bien évidemment être d'adopter une convention, on l'a vu tout à l'heure, la convention 1970, qu'on verra plus en détail par la suite pour vous expliquer un peu comment elle fonctionne, et donc de la mettre en œuvre. Également, on vous parlera de la convention Unidroit de 1995, peut-être moins célèbre que la convention 70, mais qui est son complément en matière de droit international privé, donc qui introduit des notions assez intéressantes dont on pourra reparler par la suite. Donc vous voyez en haut à droite que l'État qui ne ratifie pas la convention 70 et qui n'agit pas contre le trafic illicite de biens culturels a beaucoup à perdre. Monsieur Negri disait au niveau du patrimoine mondial, de la protection des biens qui nous intéressent tous, qui sont de notre bien commun, mais également l'argent généré par le trafic illicite de biens culturels, il atterrit bien quelque part, donc il atterrit généralement dans des réseaux de criminalité organisée ou plus récemment dans le financement direct du terrorisme. Donc nous, on travaille au secrétariat de la Convention 70, bien évidemment, à avoir le plus de racification possible. Notre objectif, c'est d'universaliser cet instrument et d'avoir une protection qui couvre non pas seulement uniquement les pays qui sont en définitive des pays où le trafic se déroule, d'arrivée du trafic, donc dans les grands marchés de l'art mondiaux, mais également une protection dans les pays qui sont sources, et là on parle de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est. Donc là vous pouvez voir les ratifications qu'on a obtenues. Donc actuellement la Convention 1970 est ratifiée par 135 États. On attend la transmission des instruments de ratification des Émirats Arabes Unis qui arriveront incessamment sous peu. Et vous pouvez voir dans ce petit graphique, on avait on part avec beaucoup de ratifications dans les années 70-80, puis on descend un peu et on revient sur un intérêt qui est constant. En 2017, on a eu 3 ratifications, une 4e qui devrait intervenir en décembre avec les Émirats Arabes Unis. Donc on est sur une dynamique qui est très intéressante en termes de ratification et de globalisation de l'instrument dont on va vous parler un peu plus en détail dans la suite de ce PowerPoint. Donc voilà, là c'est vraiment le cœur de la convention pour faire, alors je ne sais pas si vous êtes étudiants en droit tous ou si vous avez tous des références en droit. Donc on a essayé de faire simple et de découper la structure de la convention en 3 piliers. C'est là-dessus qu'on essaie de faire de la sensibilisation des États membres et également de nos partenaires. Donc on a évidemment des actions, des mesures préventives donc qui vont permettre d'empêcher que le trafic se déroule, de protéger dans les États les biens qui s'y trouvent. On a également bien évidemment des provisions sur la restitution, puisque sous la Convention de 70 doivent se faire le plus de restitution possible, que ce soit dans le cadre de négociations diplomatiques bilatérales entre États ou que ce soit dans le cadre du ICP-RCP, donc le comité intergouvernemental pour la restitution. Également, le rôle de l'UNESCO va être de favoriser la coopération internationale entre les États parties à la Convention 70, de manière à leur faire comprendre qu'un État a intérêt à protéger le patrimoine de son voisin, parce que, bien évidemment, tout est lié, les réseaux sont liés, les routes empruntées par les trafics sont les mêmes, et chaque État a intérêt à ce que les autres États agissent de manière proactive pour lutter contre le trafic. Donc, encore une fois, c'est en anglais, il y a pas mal de textes, donc je vais essayer de passer rapidement. Mais je pense que ce qui va surtout vous intéresser dans les mesures de prévention, c'est ce qui a un rapport avec des principes éthiques qui doivent être définis pour tous les acteurs du marché de l'art, donc les acteurs du marché de l'art dans le sens des personnes qui collectionnent,
mais aussi qui vendent des antiquités, également tous les gens qui interviennent dans la protection des œuvres d'art dans les musées, on peut également parler des commissaires-priseurs, tous ceux qui ont un trait avec la vente d'antiquités, doivent être formés et doivent en tout cas se fier à des principes éthiques qui doivent être les mêmes partout à travers le monde et qui doivent être respectés par tous. Dans ce sens, j'en parlerai un petit peu après, mais en 1999, l'UNESCO a mis en œuvre, en s'inspirant de l'ICOM, l'ICOM avait fait également ça pour les musées, un code d'éthique. Donc je vous invite à vous renseigner, c'est disponible sur Internet, vous connaissez peut-être déjà, mais un code d'éthique pour les négociants en biens culturels. Donc là, on a voulu faire une petite focale sur, en gros, des mesures préventives. Qu'est-ce que c'est techniquement? Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, vous avez le modèle de certificat d'exportation qui a été érigé par l'UNESCO et l'Organisation mondiale des douanes. Donc le but étant de se dire, il faut absolument savoir ce qui sort d'un État, et certains biens ne peuvent pas en sortir. Le Cambodge notamment interdit la sortie de certains biens de son territoire. D'autres pays, comme la France, protègent très particulièrement les trésors nationaux, donc c'est l'article L111-1 du Code du patrimoine. Et tous les États sont en mesure de définir leur propre certificat d'export, mais bien évidemment il faut une uniformité et il faut aussi aider les États qui n'ont pas les moyens juridiques, techniques de mettre en place ces certificats. On leur propose un modèle qu'ils peuvent utiliser et implémenter dans leurs services douaniers. Donc concrètement, voilà, le travail de l'UNESCO, c'est aussi de produire des outils et les. Donc ensuite, on a bien évidemment la question de la restitution. Mais oui, on entend que c'est bien. Donc, bien évidemment, la restitution est au cœur de l'action de la Convention de 70. Nous sommes là, le secrétariat, pour aider les États dans toutes les démarches qu'ils peuvent entreprendre pour se voir restituer un bien, déposer une requête tout simplement, et ensuite gérer les négociations qui peuvent intervenir par la suite. Donc c'est l'article 7 de la Convention de 70. Vous pouvez voir, qui est souligné, le fait que les objets doivent être inventoriés pour pouvoir faire l'objet d'une restitution sous la Convention de 70. Il y a une petite différence avec la Convention du droit de 95 qu'on évoquera par la suite. Thanks, donc la Convention de 70 n'est pas rétroactive, donc tout bien qui a fait l'objet d'un transfert de propriété, qu'on parle d'un vol, d'un export ou d'un import illicite, avant la Convention de 70 ne peut pas faire l'objet d'une restitution sous la Convention de 70. C'est un peu la limite de la Convention, c'est que, évidemment, vous avez les notions de droit, donc vous savez qu'il n'y a pas de rétroactivité pour la plupart des textes juridiques, et celui-là en fait partie. Donc comment se passe une restitution? Tout simplement, un État va soumettre via des voies diplomatiques. Alors bon, la phrase est un peu pompeuse, clairement ça veut dire que l'État doit nous soumettre une lettre avec la demande, et dans le meilleur des cas, qualifier sa demande avec évidemment des preuves, et notamment des preuves de propriété. Donc là on repart sur l'inventorisation, évidemment il faut que l'objet ait été inventorié, que le vol ait été répertorié, etc., etc. Donc il faut que l'État nous apporte véritablement de la matière pour qu'on puisse se soutenir et que sa demande aboutisse. Dans le cas où la demande aboutit, et on abordera également ça avec la Convention de 1995, le possesseur de bonne foi, donc vous savez que le bien peut avoir été revendu, donc là on va parler par exemple de recels successifs, le possesseur final qui va se retrouver à faire l'objet de la demande de l'État peut être de bonne foi, peut avoir acquis son bien auprès d'un grand marchand d'art, au-dessus de tout soupçon, et se retrouve dépossédé de son bien en définitive. Donc on prévoit que le possesseur soit indemnisé, soit compensé, s'il a accompli un certain nombre d'étapes, et on verra qu'avec la Convention du Unidroit, ça se renforce, et les obligations envers le possesseur de bonne foi sont de plus en plus strictes au niveau de la compensation. Donc le troisième pilier de la Convention, c'est bien évidemment la coopération internationale. Donc le but étant que les États collaborent, c'est ce que disait M. Negri, dans le cadre de l'UNESCO, qu'ils s'assoient tous autour d'une même table pour faire simple, et qu'ils développent ensemble des moyens de lutter efficacement contre le trafic illicite de biens culturels. Vous voyez dans le deuxième bullet point qu'il y a aussi une notion dans la Convention 70 de solidarité internationale, donc un État peut faire appel à un autre lorsqu'il se trouve en difficulté face à un phénomène de trafic. Donc là on est face à une coopération internationale qui peut être à la fois dans le cadre de l'UNESCO, dans un cadre institutionnel, dans le cadre de réunions des États parties, etc., mais qui doit être aussi directe et bilatérale entre les États qui doivent coopérer, qui doivent s'apporter un soutien.
Donc là, vous pouvez voir que la coopération internationale, il y a une partie donc, qui se déroule au sein de l'UNESCO, entre les États partis à la Convention de 1970, mais il y a aussi la coopération internationale que nous mettons en œuvre avec les partenaires internationaux, les partenaires majeurs. Donc, pour vous donner un exemple, on organise la semaine prochaine, enfin on participe pardon, à un workshop qui est organisé à Beyrouth par Interpol. Donc le but va être de former tout simplement les officiers de police, les officiers des douanes, les spécialistes du patrimoine, quels qu'ils soient, aux mesures les plus efficaces pour lutter concrètement contre le trafic illicite de biens culturels. On n'a pas forcément tous le même niveau de formation par rapport à cette thématique qui, comme vous l'avez vu, est séculaire mais qui fait l'objet d'un intérêt récent de la part de la communauté internationale, en tout cas en matière répressive. Nous avons Interpol participe également à nos workshops et c'est aussi un moyen d'apporter différents interlocuteurs dans différents workshops et de former différents types de publics. Donc là on est vraiment sur de la sensibilisation, sur de la formation et c'est important également que les gens se rencontrent. Dans les workshops, les gens peuvent se rencontrer entre eux. Donc, on parle d'officiers libanais qui rencontrent des officiers irakiens, syriens, etc. Ils peuvent partager des bonnes pratiques, ils se connaissent. Donc dans le cadre où il y a un souci avec un objet, ils peuvent se parler directement. On est vraiment dans la construction d'un réseau qui doit permettre de mettre un terme au trafic illicite, même si c'est un vœu un peu pieux évidemment, mais c'est notre objectif. Donc la Convention unie droit de 1995, il y a énormément de provisions qui sont très intéressantes. On a eu 2 articles tout simplement qui sont les articles majeurs. L'article 4.1 qui opère 2 petites révolutions, on va dire, par rapport à la Convention de 70, en tout cas qui vient compléter en matière de droit international privé. Donc, comme vous pouvez le voir à votre gauche, déjà le possesseur d'un bien culturel qui a été volé, qui ne lui appartient pas théoriquement, doit le restituer. Voilà. C'est une obligation qui est fixée par la Convention unie droit, il n'y a pas de question de bonne foi qui rentre en ligne de compte, il doit le restituer. Ensuite, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la possession de bonne foi, pour indemniser le possesseur de bonne foi, il faut que celui-ci ait exercé un minimum de diligence requise, donc de due diligence, qui sont celles qui sont demandées par l'article 4.4, donc qui va être, par exemple, et qui vont être à l'appréciation du juge bien évidemment, qui vont être les circonstances de l'acquisition. Est-ce que vous l'avez acquis dans une salle des ventes ou est-ce que vous l'avez acquis à l'arrière d'un camion? C'est un peu caricatural, mais on en est là parfois. Évidemment, à qui vous l'avez acheté? Est-ce que c'était un commerçant, un négociant établi ou non? Le prix que vous avez payé, est-ce que le prix était un vil prix? Est-ce qu'un vil prix n'est pas révélateur d'une provenance douteuse? Également, il y a la consultation de registres. Donc là, on va parler du registre de police, tout simplement, du marchand. Donc, vous connaissez, j'imagine, l'obligation d'obtenir un registre de police. Mais également des bases de données qui s'ouvrent actuellement, notamment la base de données WorkSolar d'Interpol, qui est une base de données internationale des œuvres volées. Donc il peut être simplement consulté par la personne qui veut faire l'acquisition d'un bien. On a un projet d'ailleurs d'interconnexion des bases de données de biens volés mené par Interpol en collaboration avec l'UNESCO qui s'appelle le projet Psyché. Je vous invite à vous renseigner sur ce projet très intéressant. Et évidemment, toutes les autres documentations que la personne, l'acheteur, aurait pu obtenir sur l'objet. Unidroit est aussi intéressant dans le sens où sont couverts, je vous ai dit tout à l'heure, pour la compensation, dans le cadre pour la restitution, pardon, dans le cadre de la Convention 70, il faut que l'objet soit répertorié, inventorié. La Convention de 95 couvre également les objets qui ne sont pas découverts. Donc vous savez que les biens archéologiques, la problématique étant que, à partir du moment où on pille dans un endroit qui n'a pas fait l'objet de fouilles auparavant, on s'empare d'objets qui n'ont pas fait l'objet d'une inventorisation et qui ne sont pas connus des spécialistes, archéologues, etc. Là, on va faire un peu doublon avec M. Negri. Bien évidemment, pour nous, un des apports, enfin, en tout cas une des révolutions majeures récentes, c'est l'adoption des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la première étant la 2199. On ne va pas s'étendre trop longtemps là-dessus et vous ennuyer avec ça, faire une redite, mais en gros, ce qui est très intéressant, c'est qu'on établit clairement l'interdiction de faire commerce des biens sortis d'Irak après 1990 et sortis de Syrie après 2011. Voilà. Les biens sont interdits de commerce et cette interdiction, elle montre la conviction de la communauté internationale de s'emparer de la thématique du trafic de biens culturels et d'en faire quelque chose de ferme et de répondre au financement du terrorisme, dont vous avez entendu forcément parler, j'imagine, par le trafic illicite de biens culturels, qui est difficilement quantifiable, mais qui existe.
On ne vous a pas mis ça dans la présentation parce qu'on a essayé de faire court, mais on a retrouvé, notamment dans le raid d'Abu Sayyaf, des licences délivrées par Daesh permettant à des personnes vivant dans les territoires contrôlés par Daesh d'aller piller et d'aller revendre. Daesh prenant un 5e de mémoire de la valeur des biens. Donc on voit que c'est vraiment, là pour la première fois, à un niveau industriel, organisé, que le terrorisme se finance grâce au trafic illicite de biens culturels, tout simplement. Donc je passe rapidement sur la 2253, qui est peut-être la moins importante des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU récentes, mais on voit que le Conseil de sécurité rappelle aux États de communiquer, d'échanger des informations entre eux sur tout ce qui touche aux biens qu'ils ont pu retrouver, aux vols qui se sont déroulés, et également aux acteurs impliqués dans le trafic illicite de biens culturels qu'ils ont pu arrêter. Donc la résolution 2347, qui est la plus importante certainement, qui est la seule uniquement consacrée au trafic illicite de biens culturels. Donc elle est entièrement consacrée, chaque article parle du trafic. Et là on intervient en complément avec M. Negri, parce que nous on vous parle en fait des obligations, ou en tout cas des recommandations que fait la résolution du 2347 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ne tombe pas, il me semble, sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, donc qui n'est pas obligatoire, qui n'a pas de force obligatoire. Mais bon, ça reste quand même un texte international d'importance, donc on imagine que les États le prennent en considération. Et un certain nombre de recommandations sont faites, comme par exemple établir une unité spécialisée de police. Donc on pourra en parler dans les questions tout à l'heure. Moi j'ai travaillé à l'OCVC en fait, je suis davantage spécialisé en droit pénal et en matière répressive. Et établir une unité spécialisée de police, c'est la base même d'une lutte efficace contre le trafic illicite de biens culturels au niveau répressif. Pour être tout à fait dans l'actualité, on a présenté, le secrétaire général de l'ONU présente un rapport ce soir, aujourd'hui, que nous avons réalisé en collaboration avec l'UNODC, également avec les apports d'Interpol, de l'Organisation mondiale des douanes, sur 29 rapports des États membres de l'ONU concernant l'implémentation et la mise en œuvre de la résolution 2347. Donc, qu'ont fait les États depuis l'adoption de la résolution 2347. Donc, vous voyez que le sujet est pris très au sérieux, le rapport fait une vingtaine de pages et présente vraiment les actions pays par pays qu'ont fait les Pays-Bas, qu'a fait la France, qu'a fait l'Italie depuis l'adoption de la résolution 2347. Seulement 29 États membres nous ont fait parvenir leur rapport, mais le délai est vraiment très court, donc c'est déjà plutôt pas mal. Alors là, on rentre dans ce qui va vous intéresser plus particulièrement. Donc la coopération avec le marché de l'art. Je vous rappelle, dans le premier bullet point, l'adoption de ce code de déontologie dont on parlait tout à l'heure. Également, nous essayons à l'UNESCO, et notamment la Convention 70, de faire des colloques, des workshops, des tables rondes, avec des partenaires majeurs du marché de l'art. Donc notamment, ça s'est déroulé il y a à peu près un an, au Conseil des ventes volontaires, enfin à l'UNESCO, mais avec le Conseil des ventes volontaires, donc qui est l'autorité de régulation des ventes aux enchères. Et on essaie également de monter des projets avec différents partenaires. On a monté un projet également qui apparaît pas, il me semble, non, avec le Lonely Planet, pour sensibiliser les gens qui achètent des guides et qui tout simplement peuvent voir que les pays dans lesquels ils vont sont sensibles au trafic illicite de biens culturels. C'est aussi par là, c'est en agissant sur la demande qu'on mettra un terme au trafic, espérons-le. Et on essaie de se rencontrer la plupart du temps avec des grands acteurs du marché de l'art, Sotheby's, Christie's, mais également eBay. On était dans une réunion il n'y a pas longtemps avec eBay France concernant le monitoring des ventes en ligne, parce que évidemment on a un flot d'objets qui sont écoulés sur Internet, puisque les obligations ils sont les mêmes, mais ils sont plus difficilement applicables. Donc on a une grosse question, c'est la prochaine thématique, et on en parlera tout à l'heure de l'ouverture sur l'avenir du trafic illicite, mais Internet est évidemment le risque majeur. Donc là, c'est un petit rappel. Si ça vous intéresse, je pense qu'on transmettra ce genre d'infographie à l'association pour que vous puissiez ensuite y avoir accès. Donc c'est un petit rappel sur ce qu'on fait, notamment sur les activités dites de sensibilisation. Donc vous voyez qu'on a un public cible qui va être les professionnels du patrimoine, ce que vous allez être certainement dans quelques années. Évidemment les officiers de police, de douane, mais également l'aspect judiciaire, parce qu'il faut judiciariser les procédures, sinon on n'aboutit pas à des condamnations et on n'aboutit pas à une chaîne pénale qui agit ensemble jusqu'au bout pour lutter contre le trafic.
Donc on essaie de faire le plus de workshops possible à travers le monde. Donc on se déplace énormément, notamment dans les régions, vous pouvez le voir, les régions qui sont ciblées, c'est l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, qui sont des pays sources, des pays émetteurs de biens culturels, qui sont ensuite se retrouvent dans les marchés européens, nord-américains et également dans le marché chinois. Donc on essaie également de faire beaucoup de campagnes de sensibilisation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la campagne UNAP for Heritage, qui est l'une des campagnes principales qui a été lancée par l'UNESCO pour sensibiliser le grand public à travers le monde sur l'importance du patrimoine en tant que bien commun et en tant que souci de tous, quelle que soit la position, acheteurs, touristes, mais également acteurs du marché de l'art ou des forces de l'ordre. Donc on peut aussi faire un petit arrêt sur l'encadré que vous voyez à votre droite, qui est, on connaît quand même quelques succès, notamment dans les restitutions. Donc on a eu ces restitutions sous la Convention de 70 du masque Macmondé qui a été rendu par la Suisse à la Tanzanie. Également le Sphinx turc qui a été rendu par l'Allemagne en 2011. Donc on arrive quand même à, même si la volonté des États est parfois difficile à obtenir, les restitutions ne se font pas naturellement, bien évidemment, il y a tellement d'objets qui devraient faire l'objet d'une restitution que c'est une vraie question politique. Mais en tout cas, on parvient à obtenir des restitutions et des vrais succès. Donc pour finir, on vous présente les quelques objets que vous pouvez trouver, les outils sur notre site internet qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux notre action. On a donc les codes de déontologie, on ne va pas revenir dessus. Mais également, on a, vous pouvez voir juste au-dessus de moi, on a des dispositions législatives modèles, donc un peu sur le modèle du certificat d'exportation. Fournir aux États une loi type qui leur permet de protéger les biens qui ne sont pas encore découverts sur leur territoire en établissant la propriété de l'État. Et ça, c'est très important sur le trafic des biens archéologiques, auquel vous êtes sensible, j'imagine, et qui va permettre à des États qui n'ont pas les moyens de se construire juridiquement une loi solide d'avoir cette base de travail et de pouvoir ensuite l'adapter aux réalités nationales. Enfin, on peut vous parler voilà, de ce qu'on fournit aux États en matière d'aide juridique. Donc on a des directives opérationnelles qui viennent compléter, et je vous invite vraiment à les voir, qui vous permettent de mieux comprendre l'articulation de la Convention 70, comment ça fonctionne réellement, et non plus par article, mais par thématique, tout simplement en expliquant de manière thématique quels sont les objectifs de la Convention 1970. Ensuite, on fournit aux États, avec Interpol et l'ICOM, une checklist en fait, de choses prioritaires à mettre en place dans leur État pour protéger les biens culturels, mais également l'intégralité de leur patrimoine. Et c'est des choses qui permettent vraiment d'avancer rapidement et de ne pas tomber dans l'écueil de grandes discussions internationales tous les 2 ans qui n'aboutissent pas forcément au niveau national à des concrétisations, que ce soit au niveau législatif, répressif, etc. Et je crois qu'on en a terminé. Merci beaucoup. On peut vous faire passer quelques micros si vous avez des questions déjà préparées. Bonjour, donc déjà je vous remercie pour cette conférence, c'était très intéressant. Donc j'avais aussi une question parce que du coup vos 2 exposés se portent surtout sur la prévention en fait de ce trafic-là, et j'aurais voulu savoir ce qu'il en était au niveau de la répression des États, parce qu'on sait très bien qu'il y a des États qui trafiquent ou, comme vous disiez, qui financent le terrorisme grâce à ce trafic d'œuvres d'art. Et du coup je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était au niveau de la répression de ces États, si il y a des procédures internationales qui sont prévues ou si c'est simplement des sanctions d'État à État. Voilà. Alors, en fait, toute la difficulté réside dans le fait que les États sont les seuls à pouvoir, pour des questions de souveraineté évidentes, à pouvoir mettre en place, que ce soit des services de police spécialisés, des services de douane spécialisés, également des procureurs ou des juges spécialisés dans le trafic illicite de biens culturels. Donc il est très difficile, on incite, et dans la résolution 2347, elle y incite aussi, à mettre en place ces structures spécialisées, qui sont les seuls à même de lutter efficacement, parce que la difficulté du trafic illicite de biens culturels, c'est que c'est au niveau répressif, c'est que c'est des infractions très particulières, et qui sont particulières à chaque État. L'infraction de recel n'existe pas de manière équivalente en France et en Belgique. C'est-à-dire qu'en France, elle se prescrit au bout d'un certain nombre d'années, qui a été doublée avec la loi du 27 février, mais on a même entre pays frontaliers européens des difficultés parce que les systèmes répressifs ne sont pas les mêmes et appartiennent bien évidemment à la souveraineté des États. Et on incite
notamment en collaborant très régulièrement avec Interpol à mettre en relation ces services de police. Mais vous voyez par exemple au niveau de la France et de l'Italie, qui sont peut-être les deux plus grandes structures répressives contre le trafic illicite de biens culturels. En France, vous avez un service spécialisé qui est centralisé, qui est l'OCBC, donc l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels de la DCPJ, et qui est un office national, à compétence nationale, donc qui intervient sur tout le territoire. Vous imaginez bien que c'est quand même compliqué d'intervenir sur tout le territoire, surtout qu'il y a à peu près une quinzaine d'enquêteurs. Au niveau italien, on a un service spécialisé centralisé avec 15 déclinaisons régionales, dont 2 en Sicile, uniquement, qui est une zone où il y a énormément de problèmes de fouilles illicites, on va dire. Et voilà, donc c'est des disparités énormes. La question du franchissement de frontières, qui évidemment profite avec une disparité non seulement des systèmes répressifs, en tout cas des systèmes des forces de l'ordre, des douanes, etc., mais également des législations, tout simplement, qui ne sont pas les mêmes. Et on va faire du forum shopping, en définitive, en allant vendre et faire du recel dans des pays où la législation est plus permissive. Mais du coup, à ce moment-là, je trouve que c'est justement le propre du droit international. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait une législation internationale qui intervienne, qui va sanctionner tel ou tel État parce qu'il pollue trop, ou parce que, mettons, il a engagé une guerre, ou alors il n'a pas respecté un traité. À ce moment-là, il y a véritablement des sanctions d'autres États par rapport à cet État-là. Et alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne sanctionnerait pas un État qui finance le terrorisme parce que il a pu acquérir un certain nombre d'œuvres d'art. Enfin, ça paraît vraiment, peut-être pas de l'hypocrisie, mais vraiment simplement que la communauté internationale ferme les yeux sur certaines problématiques, justement pour pouvoir gagner, pour pouvoir, comment dire, avoir un petit peu, garder l'appui de certains États. Donc ça me paraît un petit peu bizarre. Enfin, je vois pas pourquoi le droit international ne s'y intéresse pas concrètement. Je sais que vous apportez une réponse, mais elle ne va pas vous satisfaire. Mais... Comment vous dire, le droit international aujourd'hui repose sur une fiction. Je veux dire qu'une fiction qui va vous paraître absurde, mais tout le monde considère que c'est la vérité. Et cette vérité, c'est ce qu'on appelle le principe d'égalité souveraine des États. C'est-à-dire que dans le fonctionnement des Nations Unies, un État égale une voix. Donc Monaco a une voix, les États-Unis ont une voix. Donc Monaco égale les États-Unis. Vous voyez bien, c'est une vraie fiction. C'est-à-dire que personne n'y croit. Et pour autant, tout le monde vous dit si, les États sont égaux entre eux. Voilà. Et donc, si les États sont égaux entre eux, ça veut dire qu'ils ont tous le même poids. Vous voyez bien, là on rentre effectivement dans une dimension. Hein. Ils ont tous le même poids, ils ont tous les mêmes droits. Et donc, au nom de quoi est-ce que des États pourraient attaquer d'autres États en disant vous êtes un État voyou? C'est un petit peu la question que vous soulevez, c'est la question des États voyous. Eh bien, il y a eu un projet, qui est toujours actuel, un projet de codification en droit international de la responsabilité internationale des États du fait d'une action illicite. Voilà. Et donc, le projet de codification a été élaboré par la Commission de droit international des Nations Unies. Donc, entendons-nous bien, c'est la possibilité de reconnaître la responsabilité internationale d'un État parce qu'il a rompu une obligation, c'est-à-dire qu'il a causé un dommage. Voilà. Et bien évidemment, dans cette question-là, intervient également les dommages portés aux biens culturels. Mais c'est un projet de codification donc, déposé en 2003, nous sommes en 2017, vous voyez, donc l'Assemblée générale des Nations Unies ne l'a toujours pas inscrit à l'ordre du jour de son agenda. Et très clairement, elle ne l'inscrira jamais. Voilà. Je crois qu'il faut être absolument clair là-dessus. C'est-à-dire que vous voyez bien que quand est-ce que finalement on va s'accorder pour attaquer un État, c'est-à-dire que mettre en cause sa responsabilité. On va le faire quand on va porter atteinte à la sécurité et à la paix internationale. D'où l'intervention du Conseil de sécurité, parce que le mandat du Conseil de sécurité est quand même limité au maintien de la paix et de la sécurité internationale, ce qui veut dire que vous allez avoir une gradation des intérêts. Et dans cette gradation des intérêts, dès lors que vous avez un État, mais Daesh n'est pas un État au sens du droit, donc vous avez un groupe terroriste qui se finance par les biens culturels, on va effectivement agir, c'est-à-dire qu'on va le déclarer responsable, on va déclarer ce groupe responsable. Et vous voyez bien à quel point, même dans le cas d'un État qui n'en est pas un, c'est très compliqué parce que
Qu'est-ce qu'on a fait? On a finalement créé un cordon sanitaire autour de Daesh. C'est pas autre chose. Je veux dire que les résolutions du Conseil de sécurité créent, on va dire, une discipline collective, donc un cordon sanitaire autour de Daesh en disant attention, je veux dire qu'on ne parle pas avec Daesh, mais par contre on parle entre nous pour faire en sorte qu'on soit tous alignés sur les mêmes principes. Oui. Mais c'est à ce prix-là que fonctionne une communauté internationale qui, quoi qu'on en dise, fonctionne mieux que ce qu'elle fonctionnait il y a quelques décennies. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, là, voilà, il y a effectivement des arbitrages à faire, et donc il y a des différents degrés d'intérêt. Et ce qui se dessine dans votre question, c'est aussi la question de l'ingérence culturelle, qui est un petit peu, ce qu'on brandit, hein, voilà, ça n'existe pas, je vais être très clair, ça n'existe pas. L'ingérence culturelle, on peut la renverser en considérant que quand le Conseil de sécurité adopte une résolution qui institue une discipline collective, le Conseil de sécurité fait de l'ingérence dans la souveraineté des États. Là, oui, là vous avez une ingérence. Mais pas vis-à-vis d'un État qui sera un État voyou. Si je peux me permettre une question, du coup sur le même registre, quel pouvoir coercitif ont ces conventions et ces codes de déontologie qui ont été adoptés? Est-ce que les tribunaux internes peuvent être liés d'une certaine manière ou peuvent s'y référer? Est-ce que ça peut influer le jugement? Si, on a quelques décisions où on voit bien que le juge, il doit se forger par le système du faisceau d'indices sur les sources disponibles. Et donc les sources disponibles peuvent effectivement mobiliser les codes de déontologie ou ce genre d'instruments que l'on qualifie entre nous de droit mou. Hein, vous voyez, c'est la traduction littérale de soft law. C'est-à-dire que le Conseil d'État même le qualifie, alors c'est pas moi qui le dis, hein, j'ouvre les guillemets, il dit du droit à l'état gazeux. Vous voyez, c'est-à-dire que, vous voyez bien cette idée-là, c'est-à-dire un droit qui est l'état gazeux, vous voyez, c'est, avant que les planètes se forment, c'est du gaz, hein, donc l'idée c'est que finalement, un droit à l'état gazeux, c'est un droit qui est en formation, on ne sait pas ce que ça va devenir, voilà. Eh bien, on voit que le juge, lui, parfois, enfin le juge tout au moins civil, est plus accueillant sur ces principes-là. Parce qu'il peut effectivement, notamment au regard de l'obligation de diligence, prenons simplement, en matière de marché de l'art, l'obligation de diligence, qui est, on va dire, la charge qui pèse sur l'acquéreur pour, si je vous fais en cours et forcément de manière trop rapide, mais qui est l'obligation d'établir la provenance. Hein, et donc, pour être sûr que finalement, l'objet ne provient pas d'un trafic illicite. Eh bien, cette obligation de diligence, elle apparaît dans la déontologie d'abord. Voilà. Elle infuse dans la convention Nidroit en 1995, mais alors que la convention Nidroit était également en discussion au niveau européen, la directive de 1993 qui a été révisée en 2014, et vous voyez bien que d'un principe déontologique, finalement, eh bien, on peut dire que sa densité juridique s'accentue. Vous voyez, la déontologie, c'est gazeux, hein, mais on voit bien que quand vous avez une convention qui reprend, quand la directive de la Communauté européenne reprend ce principe-là, eh bien, ça participe, on va dire, d'une consolidation de ces principes-là qui, au départ, apparaissent dans un monde incertain, juridiquement incertain. Alors, juste pour compléter la réponse de M. Negri, effectivement, on n'a pas parlé, parce qu'on présente l'action de l'UNESCO et l'action internationale, mais effectivement, la directive de 2014 introduit la notion de due diligence dans les droits européens, puisqu'elle doit s'appliquer aussi en droit interne. Donc déjà, on voit que ça, par 40 ans, 50 ans d'action, on finit par aboutir à quelque chose de globalisé. Et pour plutôt revenir sur la question d'avant, on n'a pas évoqué du tout non plus la condamnation de Al-Baghdadi par la Cour pénale internationale, donc qui est intervenue, vous avez entendu parler certainement, voilà, pour crimes de guerre, de destruction des mausolées de Tombouctou. Donc c'est difficile d'arriver à un état satisfaisant du droit de manière internationale, mais l'action des différents acteurs, au niveau académique, au niveau international, au niveau européen, notamment on peut parler par exemple d'une opération, c'est mon domaine de prédilection, mais d'une opération de police qui s'est déroulée grâce à Europol, donc qui est une agence de l'Union européenne,
qui coordonne les polices. Interpol est vraiment sur une coordination, on va dire, de fait sans pouvoir de police, alors qu'Europol en dispose, et a pu monter une opération qui a abouti à la récupération de 4000 objets pour, je crois, de mémoire, 56 millions d'euros de valeur. Donc on est sur une belle opération qui a été menée avec plusieurs pays européens. Et on arrive à, voilà, dans le cadre d'une coopération régionale aussi, il ne faut pas oublier la coopération régionale qui est importante. Notamment, on a récemment travaillé sur un projet de loi de l'Union africaine qui veut mettre en place dans les pays, dans ses États membres, des dispositions beaucoup plus restrictives. Donc on arrive à infuser, comme vous le disiez, progressivement au niveau international un réseau, un cordon sanitaire, comme vous le disiez, qui va permettre de mettre fin au trafic. Une question vers la gauche, ouais, super. Merci. Alors c'est une question qui n'a pas vraiment de rapport direct, mais en fait c'était par rapport au fait d'actualité du gouvernement américain qui a réautorisé le rapatriement des trophées de chasse d'éléphants vers les États-Unis. Je voulais savoir si ça a un impact direct actuel sur le marché de l'ivoire. Alors le marché de l'ivoire, enfin, c'est une question compliquée. Ça ne concerne pas directement, en tout cas, les espèces protégées. Parce qu'il y a aussi ces questions-là dans l'autorisation nouvelle de Donald Trump aux États-Unis. On va être davantage sur les CITES. Donc il y a une autre convention. Évidemment, des objets culturels, des biens culturels peuvent être en ivoire. Là, on a parfois un flou artistique sur la question, puisque vous n'êtes pas sans savoir que, c'était en mars 2016 ou quelque chose comme ça, Ségolène Royal, qui était ministre de la Culture à l'époque, avait mis en place, il me semble que c'était par décret, un arrêté, une interdiction générale de commercer de l'ivoire, sans prendre en compte le fait que des tas d'objets culturels très anciens et très conservés, par exemple à Cluny, voilà, contenaient de l'ivoire et ne pouvaient plus du tout faire l'objet ou d'un commerce ou d'une exportation pour une exposition, etc. Donc l'ivoire, en tout cas, c'est pas mon domaine de compétence. Je sais que c'est assez compliqué comme question. C'est ce que je peux vous répondre dessus. Bonjour, moi j'aurais une question à propos de l'articulation entre les conventions qui ont été faites par l'UNESCO et des conventions par des autres acteurs, notamment comme le Conseil de l'Europe, puisque je sais qu'ils ont adopté notamment une nouvelle convention pour remplacer la convention de Delft. Et j'aimerais savoir pourquoi, par exemple, les conventions de 1970 peuvent fonctionner alors que la convention de Delft, par exemple, a été un échec au niveau du Conseil de l'Europe. Alors, notamment, c'est très intéressant la question, parce que la convention de Nicosie, qui a été adoptée en 2017, intervient en complément des conventions existantes. Et pour vous illustrer plus simplement, et pas revenir sur la convention de Delft, parce que là, je pense que ça va être peut-être un peu trop technique et pas forcément dans notre sujet du jour. Mais par exemple, l'articulation de la convention 70 et de la convention UNIDROIT, en fait, la convention UNIDROIT intervient en complément, en véritable complément aux failles dont on a pu parler de la convention 70, qui sont des vraies failles, c'est-à-dire que par exemple, on ne couvre pas les objets qui ne sont pas découverts. Donc déjà, on a un problème à ce niveau-là, on n'a pas de notion de due diligence, on n'a pas de définition de la due diligence, sans même en établir une véritable obligation. Donc voilà, on est sur cette complémentarité. La convention de l'UNIDROIT, par exemple, a été établie à la requête de l'UNESCO, puisque l'UNESCO n'avait pas les compétences en matière de droit international privé pour établir cette convention. Donc ça a été fait sous les auspices d'UNIDROIT. Et la convention du Conseil de l'Europe, où par exemple le projet de régulation de la Commission européenne qui a été présenté par Pierre Moscovici il y a quelques mois, interviennent en complément sur des thématiques particulières, notamment pour le projet de la Commission européenne sur l'export et l'import des biens culturels sur le territoire européen. Donc c'est évidemment une convention qui a été adoptée en 1970, ne peut pas faire face à toutes les problématiques actuelles. Elle est un appui, un instrument normatif qui permet d'encadrer la thématique de manière globale, mais elle doit être complétée par la suite par d'autres instruments plus précis, et parfois à d'autres niveaux, donc au niveau régional, mais aussi au niveau national, bien évidemment, dans les législations nationales. Bonsoir. Alors je voulais savoir ce que représente concrètement la sortie de l'UNESCO par les États-Unis et Israël, au-delà du symbole, et malgré
les questions de financement qui existent depuis un certain temps. Justement, est-ce que cette sortie fait également sortir les États-Unis des conventions déjà existantes, ou du moins de certaines, notamment sur la question du marché de l'art? Merci. Alors, la question c'est, il y a eu une sorte de coup médiatique de la part des États-Unis et d'Israël, puisqu'ils ne sont pas encore sortis de l'UNESCO, clairement. Et surtout, ils ont arrêté de financer depuis 2011, en tout cas, ils ont arrêté de payer leur contribution à l'UNESCO, puisque donc la Convention de 72, le patrimoine mondial a reconnu, l'UNESCO a reconnu la Palestine comme État membre, et ensuite la Convention de 72 a reconnu au patrimoine mondial la ville d'Hébron comme faisant partie, donc comme étant classée, donc faisant partie du patrimoine palestinien, et donc voilà, ils ont arrêté de payer depuis, pour être très direct, hein, depuis 7-6 ans, et voilà, c'est pas là. Je donne. I translate. No worries. I was just going to say at the time, they also withdrew from UNESCO, so it's not the first time. They joined back again when George Bush was president, and now they withdrew again, which is not a bad thing for them because they owe UNESCO money, so it's in arrears. For every year they stay, they still owe the contribution. But now when they leave, they no longer owe us money for the years that they're not member states. But of course, the US is still observer states. And for that reason, they can still contribute, but they can't vote. But they're still there, more or less. So, and with Israel, it's obviously like it gets very political. But the important thing to understand is that at the end of the day, no one can blame UNESCO because us as the Secretariat, we're not the ones making the decision on anything that has to do with Israel or has to do with Palestine. This is a vote of member states. So it has nothing to do with us at all. Just It's going to be a lot to translate. Je pense que tout le monde a compris, enfin, je ne sais pas si vous avez des questions principales, mais le dernier point est peut-être le plus important sur le fait que, évidemment, cette décision du Comité du patrimoine mondial de classer Hébron comme ville protégée par la Convention n'est pas une décision unilatérale de l'UNESCO, d'un quelconque directeur de la culture, voilà. C'est une décision des États qui en font partie et qui est une décision collégiale. Et notamment pour vous donner un contrepoint qui a été moins médiatisé, qui est arrivé peu de temps après en fait, cette sortie d'Israël et des USA de l'UNESCO, c'est la reconnaissance de la Palestine par Interpol, par un vote à 75%, il me semble, des États membres d'Interpol, qui ont reconnu la Palestine également. Donc il y a une vraie volonté internationale d'une solution à deux États. On ne va pas rentrer dans la politique internationale, c'est pas notre objectif, mais voilà, c'est un mouvement international qui n'est pas propre à l'UNESCO et qui aura les conséquences qu'il aura, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. And also, Israel didn't officially submit their resignation, so they might not. Moi j'ai une question qui est plus en lien avec le public ce soir, qui est, aujourd'hui on est tous étudiants, et certains d'entre nous vont peut-être s'orienter vers le marché de l'art, d'où cette réunion, et d'autres aussi vers peut-être même cette protection du patrimoine culturel. Et donc on était assez curieux de savoir quelles études vous avez faites et surtout pourquoi vous vous êtes donné cette mission de travailler pour la protection du patrimoine culturel. Alors, moi en fait je suis venu à la protection du patrimoine culturel par l'aspect répressif policier. Donc j'ai étudié à l'École nationale supérieure de la police à Lyon, pour un master de sécurité intérieure, pour faire simple, que vous connaissez peut-être. Ensuite j'ai fait plusieurs stages en police, donc notamment d'abord au niveau local, dans les DDSP, donc je ne sais pas si ça vous parle, sécurité publique, commissariat, police du quotidien, et ensuite donc à l'OCBC, pour lequel j'ai travaillé pour notamment redéfinir un peu en tout cas aider les enquêteurs à avoir une approche du droit pénal beaucoup plus simplifiée, et différentes réformes en fait sont intervenues ces dernières années, ce qui a demandé une réactualisation de cette thématique. Je me suis toujours intéressé, bon c'est un peu une réponse convenue, mais à l'art et à la protection du patrimoine à titre personnel, et voilà, c'était un moyen de combiner ces
ces deux passions, on va dire quelque part. J'ai ensuite rédigé mon mémoire de fin d'études sur le trafic illicite de biens culturels, notamment dans l'aspect coopération internationale. Actuellement, je suis étudiant en doctorat. La thématique de mon doctorat, enfin le sujet de mon doctorat, est le blanchiment du produit des infractions archéoterroristes, donc un blanchiment qui est à la fois un blanchiment d'argent, classique, mais également le blanchiment de la provenance, moi qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est, voilà, on a une œuvre qui sort de quelque part, comment elle arrive dans un autre État sans être identifiée. Donc c'est travailler sur des réseaux, travailler sur le financement du terrorisme. Et en parallèle, j'ai été stagiaire à l'UNESCO avant d'être embauché en staff, et on travaille donc ensemble au secrétariat de la Convention 70 à l'implémentation de cette convention. Juste quand vous dites le blanchiment d'argent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des œuvres volées avec de l'argent illicite. Enfin, j'en doute, je pense que ça doit arriver, mais... Toutes les situations. Tout est possible. Toutes les situations sont possibles. Acheter avec de l'argent sale, l'acheter avec de l'argent propre à des gens qui veulent le vendre pour... voilà, tout est possible, des rétrocommissions, voilà, bref. Ce serait difficile de répondre à cette question, le blanchiment est partout, dans toutes les infractions. Je ne sais pas si vous connaissez l'opérateur Laika Mobile, par exemple, parce qu'il y a un opérateur téléphonique qui fait des tarifs préférentiels vers le Maghreb et l'Afrique, qui a blanchi en espace de, il me semble que c'était quelques semaines, 90 millions d'euros sur des ventes de cartes SIM, voilà, des fausses factures. Voilà. Donc ça, on sort de la thématique trafic de biens culturels, mais c'est pour vous dire que des lessiveuses, notamment dans le cadre de sociétés offshore qui sont mises en place par exemple un Italien, je ne me souviens plus de son nom, mais avait pendant 40 ans blanchi des œuvres et de l'argent, ensuite de l'argent sale, en créant une société offshore, en mettant des objets en gage chez Christie's, et en achetant ces objets via la société offshore et en les revendant après. Et ils avaient la provenance de Christie's, c'était blanc, et voilà, pendant 40 ans, pour donner des idées de comment ça se fait. Comment est-ce que vous démasquez ce genre de réseau? Moi, je ne démasque pas du tout. J'étudie dans un premier temps et je pense que c'est en étudiant qu'on peut réussir à démasquer, mais oui, non, c'est compliqué. Il y a des offices centraux de police qui sont dédiés uniquement à la thématique du blanchiment, donc c'est assez transversal avec, par exemple, dans le cadre de mon travail à l'OCBC, j'ai travaillé avec l'OCRGDF, donc la grande délinquance financière, qui a fait les affaires Fillon, par exemple, à l'époque. Et voilà, donc on travaille, c'est très compliqué de vous expliquer les méthodes de travail en 2 minutes. Okay, so I have a bachelor's degree in law, general law, and a master's degree in international law. And how I started working in UNESCO, when I finished my master's degree, I applied for a program called the Young Professionals Program at UNESCO. It happens every 4 years, and basically it's for young professionals who are from underrepresented countries. So if you know, UNESCO is based on geographical distribution. So I'm from Oman, and I'm the only Omani working at UNESCO. Yeah, and I've been working for 1970 Convention for 2 years. I can't tell you how I ended up there because when I applied, I didn't know that they would put me there. But you could say I'm doing on-the-job training, and I learned everything that I know now through working and through going on mission and doing the capacity building and everything. So, yeah, and then you become passionate about it because you see how much damage is done and how much people lose, and then you become excited to work for it and excited to make a change. So, that's my story. Moi, je ne sais pas comment j'ai commencé, en fait. Non, en fait, c'est plus compliqué parce que moi, quand je faisais mes études de droit, parce que bon, je fais des études de droit, donc qui sont conclues dernier degré par un doctorat en droit international, et puis après une HDR. Mais donc, mais quand j'ai commencé mes études de droit, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de l'art, le droit du patrimoine culturel, ça n'existait pas. Voilà. Donc moi, je suis rentré dans le droit du patrimoine par le droit de l'environnement. C'est-à-dire que le droit de l'environnement, ça signifie que moi, je travaillais sur des thématiques qui étaient beaucoup plus larges que le patrimoine culturel, mais j'ai fait mes mémoires de fin d'études, et à l'époque, ça ne s'appelait pas un master, mais un DEA. Donc vous voyez, après vous allez me dire quel âge il a. Enfin, voilà, donc un DEA, donc, qui est l'équivalent du master aujourd'hui.
Et donc j'ai fait un 2A dont le mémoire portait sur la protection du patrimoine culturel. Et voilà. Et donc à l'époque on était très très peu nombreux à travailler sur cette thématique-là, ce qui veut dire qu'on a pu faire des choses incroyables, et puis après on est devenu de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, donc, vous avez des masters en droit du patrimoine culturel, en gestion du patrimoine culturel, en droit de l'art, ainsi de suite. Voilà. Alors après, pourquoi je suis un peu embêté, je pense que parce que j'aime la matière, mais je ne me suis jamais... Je crois que c'est peut-être aussi... moi, ce que je comprends aussi dans votre question, c'est comment tout ça s'est construit. Eh bien, ça s'est construit par des rencontres, en fait. C'est-à-dire que... On va dire, il y a un moment donné où vous rencontrez un professeur, vous rencontrez quelqu'un à l'UNESCO. C'est mon cas. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler comme expert pour l'UNESCO parce que j'ai rencontré Étienne Clément, qui a pris sa retraite donc, il y a quelques temps de l'UNESCO, donc qui avait le boulot d'Édouard antérieurement. Et donc, voilà, moi j'avais... Et puis, je me souviens très bien, je crois même que c'était pas loin d'ici. J'interviens, mais j'étais tout jeune, dans un colloque, et puis quelqu'un vient me voir à la pause en me disant « Est-ce que vous ne voulez pas travailler pour nous ?» Voilà. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment des rencontres. Hein. Voilà. Et donc, j'ai travaillé pendant 2 ans sur le droit des musées en Afrique. Vous voyez, ça. Et puis de là, donc, j'ai rencontré des gens de l'UNESCO qui m'ont dit « Tiens, on cherche un expert pour travailler en Haïti. » Donc j'ai travaillé sur le droit en Haïti. Et puis voilà, et, vous voyez, c'est un cumul de rencontres aujourd'hui. Je pense que moi je travaille toujours sur les questions de droit international du patrimoine culturel parce que je pense qu'il y a des vrais enjeux. Alors non pas en termes opérationnels, parce que ça, je crois que c'est votre boulot, mais moi j'essaie finalement plutôt de, vous voyez bien, ce que je vais vous montrer, c'est de voir une façon plus théorique sur la manière dont le droit se construit. Et qu'est-ce que le droit d'aujourd'hui révèle sur l'état d'une société? Ce qui veut dire que moi je crois aussi beaucoup, et je ne sais pas si vous êtes confronté à ces questions-là, moi je crois beaucoup à l'interdisciplinarité. C'est-à-dire que moi j'ai un bagage juridique, voilà, il est ce qu'il est, mais je ne travaille bien que quand je discute avec des anthropologues, par exemple. Voilà. Parce qu'à un moment donné, si je n'ai pas le regard critique d'un anthropologue qui m'explique ce que tu nous racontes c'est intéressant, mais regarde la société dans laquelle ceci se passe et tu vas mieux comprendre pourquoi la norme est rédigée ainsi, comment ça évolue et pourquoi elle est rejetée, pourquoi elle est acceptée. Vous voyez bien, vous vous couchez moins bête le soir quand même. Il y a un peu de ça, c'est qu'on peut rester isolé dans sa compétence, mais globalement on passe à côté d'une grande partie. Donc moi je pense beaucoup et je saurais vous encourager d'être à l'écoute des autres disciplines. Même si vous êtes spécialisé dans vraiment sur une niche incroyable, que vous êtes l'expert ou l'experte de cette question-là, restez à l'écoute des autres disciplines. Parce qu'elles vont vous apprendre sur la manière dont vous pensez votre discipline. Merci. On pourrait... Tu veux une dernière question? J'ai une dernière question, oui. Quelle est la réception des actions de l'UNESCO, du droit en général, par le marché de l'art? Parce que c'est quand même un milieu un peu spécial et qui repose sur la confidentialité de manière générale. Est-ce que c'est bien pris? Je vais commencer. Là, moi, je vais vous dire comment je perçois, c'est pas l'UNESCO qui s'exprime, bien évidemment, hein, mes collègues de droite auront peut-être une perception différente. Moi, il y a des choses qui me gênent dans le fonctionnement du marché de l'art, c'est pas la confidentialité, c'est par exemple une affaire auquel il a été fait référence, c'est l'affaire du masque Macondé. Je dirais qu'effectivement, ça paraît comme un succès, mais sauf que ça a été fait par la voie de l'arbitrage. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne, c'est cette tentative du secret, on va dire, sur les solutions juridiques qui sont apportées. Parce que finalement, quand on... Je ne vais pas dévoiler, je ne peux pas vous en parler parce que c'est une confidentialité, mais donc l'affaire est moins belle qu'il y paraît quand on lit l'accord. Voilà. L'affaire est nettement moins belle. Par contre, mais c'est un succès, mais l'affaire est moins belle. C'est-à-dire que quand on lit l'accord, la transaction, donc la décision arbitrale, je veux dire qu'on a un goût amer. Voilà. Donc on se dit, pourquoi effectivement cacher ces questions-là? Alors pour moi, ça me gêne aussi pour une autre raison.
D'une part parce qu'on se rend compte que le goût est amer parfois et que la mariée est moins belle, c'est une l'expression que ce qu'on vous a présenté. Je ne dois pas dire ça. Au moment où je l'ai dit, je me suis dit non, ça gêne. Alors, mais c'est surtout que du point de vue de l'économie générale, enfin de la manière dont le droit se construit, il y a la question en droit international, la question du précédent. C'est-à-dire que, et c'est une question clé parce que c'est ce qui permet que le cumul de précédents ou la répétition des précédents permet de construire une règle de droit international. Oui. Donc, et comment est-ce que le précédent, finalement, comment se construit ce cumul de précédents? Mais c'est parce qu'on connaît les solutions. C'est-à-dire qu'on voit que là, il y a une solution et elle se reproduit, donc il y a une visibilité. Dès lors qu'on passe par des solutions d'arbitrage ou de médiation avec l'obligation de confidentialité, vous empêchez la question du précédent, donc vous empêchez la question de la formation d'une norme coutumière. Et c'est ça qui me gêne, moi, dans ce culte du secret. Voilà. C'est un plaidoyer pour de moi. Alors pour compléter, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, donc les dispositions du droit dont on a parlé, notamment l'article 4, dans ses multiples déclinaisons, a été extrêmement mal reçu par le marché de l'art. La France n'a toujours pas ratifié la Convention du droit. 41 États l'ont ratifié, ce qui est très peu, qui existe quand même depuis un certain temps. Et en fait, il y a eu toute une campagne de désinformation sur la notion de due diligence, en disant qu'en fait, on allait mettre des marchands d'art derrière les barreaux, ce qui n'est absolument pas la question de la Convention du droit, qui ne parle que de la compensation financière du possesseur de bonne, enfin, qui a exercé la due diligence. Donc on a une désinformation assez incroyable. Je vous invite à lire Pierre Lalive, qui est un juriste suisse, qui a fait beaucoup, notamment pour le marché de l'art, enfin en tout cas pour encadrer le marché de l'art en Suisse. C'est une thématique parfois compliquée, où il y a notamment un port-fonds qui est très actif en Suisse, et voilà, donc on a un marché de l'art qui est très dynamique, et parfois un peu opaque. Et voilà, donc c'est vraiment le... Parfois, on a l'impression que les régulations bénéficient davantage aux acteurs du marché de l'art qu'elles ne leur sont... qu'elles ont des conséquences négatives pour elles, parce qu'avoir un commerce blanc, personne n'a envie de participer au financement du terrorisme, a priori, quand on est marchand d'art. Actuellement, il y a un risque important, que ce soit le cas. Donc je pense que le marché de l'art a tout intérêt à ouvrir ses portes et à être de plus en plus transparent. Nous, on a de très bonnes relations, et comme je le disais, on organise des workshops, des colloques, etc. avec le marché de l'art, et aussi avec le Conseil des ventes volontaires, qui est l'autorité de régulation des ventes aux enchères. Et je pense que voilà, on va dans un sens qui est quand même l'ouverture, notamment de cours. Je crois que Sotheby's a ouvert des cours sur la thématique du trafic illicite de biens culturels. Petit à petit, les choses avancent. Les actions de l'UNESCO, je crois, sont plutôt bien reçues. Elles ne sont pas de toute façon dirigées à l'encontre du marché de l'art. Elles sont plutôt pour voilà, des activités de sensibilisation de tous les acteurs du marché. Et donc, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens pour finir sur notre petite. Bien, merci beaucoup. Vous auriez encore une question? 3 questions. En anglais, c'est encore mieux. Alors, je vais plutôt faire en français. C'est un peu dans la continuité de ce que vous avez dit là à l'instant. Moi, je vais parler de pédagogie. Vous parliez du fait qu'il y avait un message à faire passer et que c'était bénéfique pour les marchands d'art, par exemple. Est-ce que c'est pas un manque de pédagogie justement du message à passer, oui ou non? Quel outil vous avez à disposition pour avoir justement cette pédagogie, pour transmettre un message et sécuriser un peu les choses? Et est-ce que l'opinion publique a un poids sur ces décisions-là? Il y a des cours qui sont mis à disposition, et ça vous venez de le dire, mais est-ce que ça suffit pour quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé au monde de l'art, mais qui va aller peut-être pencher d'un côté de la balance en se disant là on va mettre quelqu'un à qui j'ai peut-être acheté un tableau une fois, même si je ne vais pas en acheter 15, qui pourrait être sur les barreaux, alors qu'a priori il a pignon sur rue. Voilà. Est-ce que du coup l'opinion publique peut jouer là-dedans en faveur ou pas, et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des campagnes, pas publicitaires, mais des campagnes pour transmettre un message à l'opinion publique, pour sensibiliser tout un pays ou même du coup toute la communauté internationale? Voilà. Merci. Merci pour votre question. C'est une très grande partie du travail qu'on fait à la Convention 70, et pas seulement à la Convention 70, vraiment dans le travail de l'UNESCO de manière globale. Vous avez le logo
qui est juste derrière Unite for Heritage, qui est une campagne qu'on a lancée, qui est partie comme une campagne et qui est devenue un véritable programme, avec des activités de sensibilisation à travers le monde, mais véritablement avec des, encore une fois je vais me répéter, mais des workshops, des trainings, beaucoup de colloques sur le sujet, des campagnes publicitaires évidemment. On a produit un certain nombre de vidéoclips qui portent sur, bon, parfois à destination des enfants également, du jeune public, parce qu'en fait l'intérêt aussi de la protection du patrimoine, et notamment si on parle par exemple de ce qui se passe en Syrie et en Irak, si on prend cet axe de développement, les biens vont sortir, les biens qui ont été spoliés dans cette région contrôlée par Daesh, sortiront dans 10, 15 ou 20 ans, parce qu'il y a un intérêt à faire dormir les œuvres, où qu'elles soient, et dans 10, 15, 20 ans, les mêmes acteurs, enfin ce ne sont peut-être plus nous, peut-être pas les mêmes acteurs qui seront en charge de la sensibilisation. Donc il faut vraiment sensibiliser, et surtout à destination du jeune public. Donc on fait énormément de campagnes, je vous invite à consulter notre page web, la campagne Unite for Heritage. Et voilà, donc on fait beaucoup d'actions, et est-ce que l'opinion publique, donc c'est une question de substance, c'est comme ça que je l'ai comprise, est-ce que l'opinion publique a un poids? Évidemment, et le premier poids de l'opinion publique n'est pas de faire pression sur le marché de l'art, mais tout simplement de ne plus les acheter. Certains types, comme on a vu la résolution 2347 qui interdit les biens sortis d'Irak et de Syrie, bien évidemment on ne peut pas savoir toujours que ça vient d'Irak ou de Syrie, on peut avoir un soupçon légitime je pense, quand on achète un certain type d'œuvre et qu'on se renseigne, et qu'on exerce la diligence requise. Et si on n'achète plus un certain type de biens et qu'on ne suit plus des effets de mode comme il y a pu avoir avec les biens venant de l'Asie du Sud-Est il y a 15-20 ans, je pense que le public, oui, effectivement, peut, en agissant sur la demande, quelque part, c'est aussi un moyen de pression sur le trafic voilà, qui sera désuet ensuite à cause de l'absence de demande. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Encore une ou deux questions, si vous le voulez. Moi, j'aurais une question beaucoup plus terre-à-terre. Au niveau dans les territoires où il y a des luttes armées, est-ce qu'il y a des politiques qui peuvent se mettre en place au niveau d'une dissuasion active contre les pillages de certaines zones? Est-ce qu'il existe des politiques d'intervention directe sur le territoire pour éviter ces pillages dans des zones qu'on sait sensibles? Des casques bleus, du patrimoine. J'en sais rien, si on connaît, je vais prendre un exemple par exemple sur Palmyre ou des choses comme ça, sur un terrain qu'on sait, on sait qu'il y a un site archéologique présent et qui pourrait donner lieu à des fouilles illégales qui ne pourraient pas être surveillées vu qu'il y a un conflit armé, on ne va pas envoyer des archéologues là-bas, et s'il y a des politiques de dissuasion sur le terrain qui existent aussi, en dehors de tous ces accords qui sont très bien, mais que je ne pense pas que Daesh se renseigne régulièrement sur votre site internet pour regarder les politiques à jour. Non, mais ça, je ne serais pas aussi affirmatif que vous. Ah oui, parce que ces questions-là, moi je pense au contraire, ils sont particulièrement avisés et que leurs actions ne doivent rien au hasard. C'est un peu comme le taliban, j'ai montré, quand on dit mais ils sont fous. Non, mais ils sont pas fous. Non, mais c'est purement réfléchi. Alors, voilà. Ils sont avisés, ils sont informés. Ils sont informés. On en a plus que des indices. Mais c'est surtout que je comprends bien votre question, mais elle est apparue plusieurs fois sur le fait, effectivement, d'une force. Je dirais que sur le système américain pendant la Seconde Guerre mondiale, vous voyez le fameux film qui est sorti il y a un an avec Clooney, ça vous dit rien? Comment ça s'appelait ces gens-là? Les Mossman, vous voyez, donc voilà. Mais comment vous dire, bon, ça c'est une belle histoire, mais vous voyez bien, je dirais qu'il y a un moment donné, ce que je vais vous dire est un peu terrible, mais je vous préviens, mais quelle est la priorité? Sauver des vies ou sauver le patrimoine? Voilà. Et je pense qu'on met la priorité, il y a différents registres, il faut être très clair, il y a différents registres, et on met la priorité sur sauver des vies. Ce qui me semble, moi, assez raisonnable, en fait, comme composition. Alors après, on pourrait dire, oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais, comment vous dire, moi je suis assez surpris, par exemple, dans le pays dans lequel je vis, sur la position des réfugiés, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est incapable d'accueillir des gens qui sont en danger dans leur pays, et on irait effectivement protéger le patrimoine. Vous voyez, à un moment donné, je pense que moi c'est une question de hiérarchie dans les intérêts humanitaires en quelque sorte. Mais je comprends très bien votre question par contre, parce qu'elle est prégnante et elle est souvent posée, en disant mais on aurait dû y aller. Mais non, soyons raisonnables, je dirais qui va y aller?
Et je vous rappelle que ceux qui étaient sur place et qui ont empêché ont perdu la tête, hein, mais au vrai sens du terme. Vous voyez, donc voilà. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a des hiérarchies quand même dans les priorités. Voilà. Je trouve que la question humanitaire, elle intègre la question culturelle, c'est une vraie question. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on doit prioriser le patrimoine par rapport aux habitants de ces populations-là? Et si je permettez-moi que j'ouvre sur une seconde question, je veux dire que la question qu'on ne se pose pas sur les réfugiés, c'est est-ce que les réfugiés ont, une fois qu'ils ont quitté leur pays, est-ce qu'ils ont un droit à leur culture, vous voyez, par exemple. Ouais, ça, c'est des vraies questions aussi. C'est-à-dire que comment le droit international humanitaire traite la question du patrimoine immatériel des réfugiés qui ont quitté leur pays. Et ça, on est bien incapable aujourd'hui d'apporter des réponses. Vous voyez, donc je trouve que ça ouvre sur un tas de questions. C'est-à-dire qu'il y a le patrimoine matériel, ça vous avez raison, mais il y a aussi le patrimoine immatériel. Et celui-là, on le perd. Aujourd'hui, on le perd. En Irak et en Syrie, il y a un vrai processus de perte de patrimoine immatériel qui est en train de s'opérer aujourd'hui. Et là, on ne sait pas faire. Voilà. Donc, vous voyez, vous posez une question de fond qui est très compliquée. Alors, juste pour compléter la réponse à votre question, des actions sont menées, mais a posteriori, par l'UNESCO, notamment, donc vous n'êtes pas sans savoir que la MINUSMA intervient et protège, donc est intervenue à la suite de l'armée française au Nord Mali, notamment pour repousser les groupes terroristes qui avaient pris tout le nord du Mali. Et donc on a vu la fameuse destruction des mausolées Tombouctou, on était il n'y a pas très longtemps dans une table ronde avec le protecteur des mausolées Tombouctou. C'était assez poignant la manière dont il raconte réellement que des gens perdaient la tête pour vouloir protéger leur culture. Et donc ensuite la MINUSMA est intervenue donc, en force de maintien de la paix. Et cette MINUSMA, donc là c'est pas tellement notre domaine, mais on travaille quand même en synergie avec la Convention de 54, donc protection du patrimoine en cas de conflit armé. La Convention de 54 a produit un manuel militaire à destination des forces de la MINUSMA et a été entraîné la MINUSMA il y a 2 mois, sur quelles sont les étapes de base de la protection du patrimoine lorsqu'il y a un conflit, parce que bien évidemment les forces d'intervention, donc l'armée française en l'occurrence dans ce cas-là, et les forces de maintien de la paix sont d'abord formées à sauver des vies et à mettre fin au conflit, plutôt qu'à protéger le patrimoine. Mais c'est une seconde étape, malheureusement, et elle est traitée comme telle. Et effectivement, comme vous répondez à M. Negri, il faudrait peut-être réfléchir à des casques blancs, l'idée avait été évoquée pour protection du patrimoine, mais c'est toujours pour l'instant vu comme quelque chose de complémentaire, mais en tout cas on agit quand même pour former par la suite et on essaie de faire du mieux qu'on peut à ce niveau-là. Bonsoir. C'est juste du coup pour rebondir en fait sur votre question de préservation du patrimoine et du patrimoine immatériel, mais plutôt du côté des monuments, sites historiques et archéologiques. C'est une question que j'ai commencé à travailler surtout avec, sous l'angle de l'ICONEM, qui décrit en fait du coup des situations catastrophiques où on a du mal en fait à protéger le patrimoine dans ces zones en conflit, et que finalement le numérique est une des premières solutions. Et je voulais savoir où en étaient les conventions internationales, quelle place est accordée en fait au numérique pour la préservation et finalement la conservation de la mémoire dans ces régions. Peut-être l'ICONEM nous expliquer. Non, c'est en tout cas bon. Ok, bah alors n'expliquez pas. On peut peut-être expliquer pour. Expliquez-nous. En gros, ce que vous parlez de l'imagerie 3D, en tout cas de satellite 3D, voilà, par exemple, on a des photos. Enfin, après, pour répondre simplement, parce que moi, c'est pas du tout mon domaine de compétence, donc je vais essayer de vous répondre comme je peux. Mais on utilise des photos dans nos workshops auprès des États pour montrer l'impact que va avoir la destruction, sur le pillage, tout simplement. On voit des photos avant-après, fournies par des institutions comme l'ICONEM, pour montrer à quel point le sol est troué, les bâtiments sont plus là, etc. Donc la question c'est à quel point on peut s'appuyer sur ça pour protéger ou pour reconstruire. La thématique de la reconstruction, on l'a abordée dans cette table ronde dont je parlais avant avec notamment la ministre de la Culture du Mali. Il a été question de savoir est-ce qu'on reconstruit Tombouctou à l'identique, est-ce qu'on reconstruit le temple de Bel à Palmyre, est-ce que finalement, comme le Parthénon, est-ce que la destruction
partielle d'un monument ne fait pas partie de son histoire et n'est pas un témoignage de ce qui a pu se passer dans la région. Ça, c'est vraiment des sujets qu'on aborde très peu et qui ne sont pas notre domaine de compétence. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là, mais je pense qu'effectivement, les nouvelles technologies satellitaires ou imagerie 3D sont au moins un appui pour témoigner de ce qui était là auparavant, bien plus qu'un dessin. Donc voilà, on a une interprétation beaucoup plus concrète de ce qu'il pourrait y avoir auparavant, mais après, est-ce qu'on doit reconstruire ou pas? Ça, c'est une autre question. Je vais juste aussi apporter peut-être un complément, c'est-à-dire que, avant de savoir est-ce qu'on reconstruit ou pas, c'est qui reconstruit. C'est-à-dire que vous voyez bien, je dirais que la question de reconstruction de Palmyre, c'est du fantasme occidentaux. Hein. Non, mais il faut être très clair. C'est-à-dire que personne ne parle de reconstruire les mosquées qui ont été détruites par Daesh à Mossoul. Et or, c'est quand même effectivement d'abord les musulmans qui ont subi la plus lourde perte en termes de patrimoine du fait de Daesh. Que Palmyre, ça intervient tout récemment, hein, je dirais que, et tout le monde en parle. Sauf qu'avant, ça a cogné très très fort contre les tombeaux des saints musulmans, contre les mosquées qui n'étaient pas de l'obédience de Daesh. Et vous voyez, donc c'est bien les populations musulmanes qui ont payé le plus lourd tribut culturel, et donc ça, on n'en parle pas, vous voyez, donc de reconstruire ça. Donc moi, il y a une question préalable, c'est qui reconstruit et pourquoi. Voilà. Et donc, si les Syriens veulent reconstruire Palmyre, eh bien, on peut les accompagner, mais c'est aux Syriens de décider, et non pas à nous, ça me semble-t-il. Moi, c'est un petit peu une question préalable. Il y a un précédent, par exemple, les Bouddhas de Miyan, vous voyez, les projets les plus délirants, hein, et les propos les plus absurdes, y compris par certains ministres de la Culture sur les Bouddhas de Miyan. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez devant les cavités, vous les voyez, les Bouddhas. Il n'y a pas besoin de les reconstruire, vous les imaginez à l'intérieur, bien évidemment. Il y a une force symbolique de la destruction, ne l'oublions pas. Et donc, moi, je suis assez sensible à ce que vous disiez. Est-ce que la perte ne fait pas partie de l'histoire ou du patrimoine aussi? Donc voilà. Après, on peut effectivement avoir des systèmes 3D pour en garder une trace. Je suis d'accord. Mais vous voyez, de là à reconstruire. Voilà. Et on a un bel exemple dont la communauté internationale se gargarise, si vous permettez l'expression, c'est le pont de Mostar. Si vous allez aujourd'hui à Mostar, le pont, c'est le même que celui qui était avant. Mais quand je dis le même, c'est la même pierre, c'est les mêmes techniques de construction, c'est le même. Avec la patine en plus, vous ne voyez plus la différence, voilà, entre avant le bombardement et aujourd'hui le nouveau pont. C'est le même. Donc ça veut dire, quel signal a-t-on envoyé aux populations concernées? Il ne s'est rien passé. Regardez, il ne s'est rien passé, le pont il est toujours là. C'est-à-dire qu'on les prive de leur mémoire, on les prive de leur histoire. On réécrit pour eux une histoire merveilleuse où tout le monde vit en synergie sur les deux rives. Si vous allez à Mostar, sur une rive vous avez une communauté chrétienne, sur l'autre rive une communauté musulmane. Quand le conflit est arrivé, et quand le conflit s'est cristallisé, je dirais que bien évidemment les monuments ont subi des dommages, pas que le pont, notamment la mosquée sur une rive, l'église sur l'autre rive. Les chrétiens ont reconstruit le clocher de l'église plus haut que le minaret de la mosquée. Quand même, sérieux. Ce voyant, les musulmans ont reconstruit le minaret plus haut que le nouveau clocher. Parce que c'est humilié quand même. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils ont mis une croix au-dessus, sur la colline, parce qu'à Mostar, il y a une colline derrière. Et là, vous avez une croix chrétienne, mais dans genre 12 mètres, vous voyez, de hauteur. Voilà, vous voyez. J'appelle pas ça de la paix, vous voyez. Enfin, voilà. Donc, la reconstruction, c'est parfois la pire des solutions. Voilà. C'était juste pour vous montrer que, certes, bien évidemment, on a des moyens technologiques merveilleux, mais laissons les peuples décider. Et ne projetons pas notre idéal d'un Occident, vous voyez, avec ces monuments emblématiques. Hein, je vous renvoie à un très beau livre de Jacques Goudy, qui était un disciple de Lévi-Strauss, c'est Le vol de l'histoire, et le sous-titre, c'est Comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde. Et donc, restons prudents sur ces questions-là. Merci beaucoup à vous tous pour cette très enrichissante table ronde. Merci beaucoup, on peut.
organisé un petit verre ensuite à la cafétéria, auquel vous êtes tous invités évidemment. Et surtout de vous dire qu'en fait, cette première table ronde, elle vise vraiment à ce lien qu'il y a entre les étudiants de l'école du Louvre ou des extérieurs, à créer ce lien avec justement on vous appelle acteurs du marché de l'art, mais vous êtes plus que ça, et justement à nous ouvrir un peu les yeux sur toutes les réalités, toutes les problématiques qu'on peut avoir. Et cette association Marché de l'art École du Louvre, qu'Ambre et moi avons créée cette année, vise justement à être d'information, d'enseignement, de réflexion, mais aussi à faire des soirées, à faire des visites. La semaine dernière, on était au Centre culturel du Canada, où on a des artistes qui ont parlé de leurs œuvres avec l'ambassadeur du Canada en France. On a fait une première soirée justement dans une maison d'enchères aux enchères, on a été en contact avec un commissaire-priseur. On est en train de développer beaucoup d'événements assez divers, et on veut essayer de justement pas se limiter à l'art contemporain et tout ça. Donc si vous êtes assez intéressé, n'hésitez pas à aller sur le site, on va retransmettre la vidéo de cette conférence pour en parler aux autres. Donc n'hésitez pas à devenir membre ou venir à tous nos prochains événements. Merci beaucoup d'être venu. Merci.